Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Francis Pinchot, je suis consultant en psychologie organisationnelle. Aujourd'hui, je vous partage les composantes d'un groupe ayant un fonctionnement optimal. Je vais donc avec vous aujourd'hui approfondir les concepts suivants. L'environnement dans lequel le groupe évolue, le processus de maturation d'un groupe, les cibles communes, l'énergie disponible, puis les différents canaux, c'est-à-dire les canaux de production, d'entretien et de solidarité, dans lesquels on va investir notre énergie pour atteindre nos résultats de manière efficace, puis en maximisant l'utilisation des ressources humaines dont on dispose. Aussi, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous présenter un petit conseil, aussi un petit truc qui va vous permettre d'identifier puis d'agir sur les différents types de conflits qui pourraient survenir dans un groupe. C'est parti! Pour faciliter votre compréhension, je vais afficher un petit schéma à l'écran des différents concepts que je vais vous partager aujourd'hui. C'est important de comprendre, avant de commencer, qu'une équipe performante va investir son énergie dans une visée qui est bien précise. La visée, c'est d'atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés en maximisant l'utilisation de ses ressources. C'est ce qu'on peut voir à l'extrême droite du schéma qui est à l'écran. Vous voyez le rond dans lequel c'est écrit « Les résultats satisfaisants », les ressources utilisées. C'est là où on va atteindre nos résultats en maximisant nos ressources à l'aide du modèle que je vais vous expliquer tout à l'heure. Donc, pour atteindre les résultats satisfaisants puis maximiser l'utilisation des ressources, il y a différents éléments / concepts qui vont venir influencer le fonctionnement de l'équipe. On va débuter avec l'environnement. L'environnement, c'est souvent le lieu physique, le système dans lequel l'équipe ou le groupe va évoluer. Ensuite, ce qu'on va retrouver dans notre schéma, c'est les termes naissance, croissance, maturité. Ces concepts-là font référence au processus de maturation d'un groupe. C'est des concepts que j'explique plus en détail dans une autre vidéo que j'ai publiée dernièrement. Le lien se retrouve dans le bas de la description du vidéo. Ensuite, si vous vous déplacez à la gauche du schéma, vous allez voir que c'est inscrit la cible commune. La cible commune, c'est l'élément sur lequel le groupe s'est entendu pour travailler dans l'immédiat. Il ne faut pas confondre la cible commune avec les résultats à atteindre. La cible commune, là, ça se distingue des résultats par sa nature qui est changeante et évolutive. C'est ce qu'on va faire dans l'immédiat pour se diriger tranquillement vers le résultat qu'on désire atteindre. Souvent, les différentes cibles, ça va être en quelque sorte les points à l'ordre du jour, par exemple. On changera de cible lorsqu'on aura terminé le point. Comme je le disais, la cible elle peut changer au courant d'une rencontre puis évoluer. L'important, c'est que tout le monde soit au courant de c'est quoi qu'on est en train de faire. Un petit truc que j'aimerais vous donner quand je travaille dans un groupe, c'est que j'aime bien utiliser ma bouteille d'eau pour identifier la cible commune. Ça devient un exemple visuel très clair. Ça me permet de ramener le groupe à l'élément qu'on est en train de travailler, par exemple, en disant « Ah, j'aimerais ça vous ramener, là, j'ai l'impression qu'on s'écarte du sujet qu'on voulait traiter ensemble. » Ça, ce que ça me permet, c'est que lorsque les échanges dérapent, puis que je réalise que l'ensemble des gens sont en train de s'écarter du sujet sur lequel on voulait travailler, bien, ça me permet de le nommer sans froisser personne puis sans heurter les gens non plus, là. Ça devient une façon de faire qui est très en douceur, de ramener les gens vers notre cible commune qu'on s'est entendu de travailler dessus. Ensuite de cela, dans notre schéma, on retrouve les interactions. Il existe deux types d'interactions dans le modèle que je suis en train de vous présenter, puis c'est les interactions entre les membres, puis c'est les interactions avec la cible commune. Vous allez voir, les interactions entre les membres sont exprimées par les petites flèches qui sont avec les ronds. Les ronds avec une croix à l'intérieur, ça serait les individus du groupe. Puis les flèches qui sont soit horizontales d'un individu à un autre, c'est les interactions entre les membres. Ces interactions-là ne sont pas obligatoirement centrées sur la tâche ou sur l'objectif. Les gens peuvent interagir en parlant de leur fin de semaine, ce qui est tout à fait peu constructif au travail qu'on va faire, mais c'est un type d'interaction qu'il peut y avoir entre les membres. Ensuite, ce qu'on observe, c'est les interactions avec la cible commune. C'est que là, on a les individus qui interagissent avec la tâche qu'on s'est donné de faire. Puis pour ce faire, ils peuvent interagir entre eux envers la cible commune, c'est-à-dire avoir des échanges entre eux qui permettent d'avancer dans le travail qu'on s'est donné. En gros, les deux types d'interactions, qu'est-ce qu'elles permettent de faire? C'est de faire avancer la tâche vers, finalement, ultimement, nos résultats satisfaisants puis les ressources qu'on a utilisées de manière optimale. Dans le présent modèle, il y a aussi le concept d'énergie. L'énergie, c'est représenté par les petits éclairs que vous pouvez voir un petit peu partout dans le schéma. Ça va être l'énergie qui est disponible, que les membres du groupe possèdent, puis qui sont prêts à investir dans le groupe
puis dans le travail à faire. Dans le fond, l'énergie, ce à quoi elle sert, elle va être utilisée dans les différents canaux. Les différents canaux, c'est en quelque sorte des réservoirs dans lesquels il va nous être possible, je dirais même nécessaire, en tant que groupe, d'investir de l'énergie afin de faciliter l'atteinte de notre but ultime, c'est-à-dire l'atteinte des résultats, puis l'utilisation optimale de nos ressources. Dans le présent modèle, on parle de 3 canaux qui sont distincts. Soit le premier en haut, c'est-à-dire le canal de production. C'est celui dans lequel on va investir notre énergie lorsqu'on souhaite atteindre les résultats. C'est quand on veut investir notre énergie dans la production, on est axé sur la tâche, sur le travail à effectuer, puis notre focus il est vraiment exclusivement tourné sur la tâche. On est en train de travailler, là. On fonce vers notre objectif. Ensuite, tout en bas, on retrouve le canal de solidarité. Le canal de solidarité, c'est là où on va investir notre énergie lorsqu'on prend soin les uns des autres. C'est le processus qui va nous permettre de consolider les liens entre les membres de l'équipe. Investir de l'énergie dans le canal de solidarité, ça permet d'éviter les conflits, de faciliter les échanges, puis de s'offrir du soutien mutuel pour traverser l'adversité. Tu sais, on n'est pas des machines, puis on vit des choses. Fait qu'il est important dans un groupe de pouvoir y accorder une importance afin d'être productif par la suite. Parce que si un individu est en train de vivre une difficulté puis qu'on n'en prend pas soin, bien, la difficulté que l'individu vit va se répercuter dans le travail qu'on va faire, soit parce que l'individu ne sera pas en mesure d'être aussi productif que nous, soit parce qu'il ne sera pas concentré et il ne sera pas capable d'investir son attention et son énergie de production sur la tâche. Puis ça, ultimement, ça peut générer des conflits entre les membres du groupe parce que ça ira pas assez vite. Finalement, le dernier canal, c'est le canal d'entretien. C'est le canal qui permet de réguler le groupe afin de permettre d'avancer efficacement vers nos objectifs. Ça sert en gros à ramener le groupe soit sur la cible commune, soit sur la production, soit sur la solidarité. Par exemple, il nous est probablement tous déjà arrivé d'être dans un groupe et d'avoir l'impression que tout le monde comprend sauf nous. Ça peut être un bon moment, ça, ce petit sentiment-là d'incompréhension, d'investir un peu d'énergie dans l'entretien du groupe. Soit en partageant qu'on ne comprend pas la tâche ou la pertinence de la tâche qui est en cours, ou la discussion que les gens ont. C'est pas clair, on peut le demander gentiment aux gens. Hey, je pense que je comprends pas ce qu'on est en train de faire. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre aux autres de nous expliquer. Ça, c'est de l'énergie de solidarité. Dans le fond, les gens ils vont nous expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer pour nous permettre de contribuer à la discussion, dans le fond, puis de produire quelque chose avec eux. En plus, ce que ça nous permet de faire, c'est en groupe de clarifier sur quoi qu'on travaille en ce moment, c'est-à-dire notre cible commune. Puis souvent, si vous pensez qu'il est le temps d'investir de l'énergie dans le canal d'entretien, je suis pas mal certain que vous n'êtes pas le seul qui est en train d'être, je dirais, dans le champ ou de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe. Puis sinon, ben, les gens ils vont prendre soin de ça puis ils vont vous réintégrer à la discussion pour que vous puissiez contribuer. Puis je tiens aussi à dire que dans le modèle que je suis en train de vous présenter, là, l'énergie, là, c'est tout le monde qui en possède un peu, puis c'est la responsabilité de tout le monde d'investir de l'énergie dans les différents canaux pour atteindre nos résultats. Je vous ai partagé ce modèle-là aujourd'hui parce que selon moi, lorsqu'on comprend mieux comment ça fonctionne, les interactions dans un groupe, il devient beaucoup plus facile de poser des actions simples qui vont réduire les irritants et les frustrations qu'on peut vivre dans les travaux d'équipe, comme par exemple de demander aux membres des explications supplémentaires ou de ramener les gens sur la cible commune en faisant cesser une discussion qui s'écartait du travail à faire. Ça va, dans la plupart des cas, être extrêmement apprécié des membres du groupe parce qu'on va gagner du temps sur l'atteinte de nos résultats. En conclusion, on vient de voir ensemble les différentes composantes d'une équipe optimale qui vont nous permettre d'atteindre les résultats satisfaisants puis en maximisant l'utilisation de nos ressources. J'espère sincèrement que vous aurez appris quelque chose en regardant cette vidéo et que ça pourra vous être utile ultérieurement. Je le répète, mon objectif par le biais de cette chaîne YouTube, c'est de contribuer à l'amélioration du monde du travail en vulgarisant les théories, en partageant des outils puis en essayant de suggérer des techniques qui se veulent pratiques, simples et efficaces. Si vous désirez en apprendre davantage sur l'aspect humain du monde du travail, je vous invite à aimer ma page en appuyant sur le bouton s'abonner juste en bas du vidéo. Donc maintenant, comme vous avez su être patient, voici le petit conseil que je vous parlais au début du vidéo afin d'identifier, en lien avec le modèle que je vous ai montré tout à l'heure,
d'où peuvent provenir les différents conflits dans une équipe de travail. Donc, en lien avec les conflits et les différents problèmes de dynamique de groupe, la présence ou l'absence de conflit, ça ne veut pas dire que l'équipe va bien ou mal. Ça dépend juste de comment le conflit va être géré afin de permettre ou non d'avancer. Souvent, ce qu'on va observer, c'est que le conflit, ça peut être soit un tremplin pour une équipe ou un gouffre dans lequel ils vont s'engloutir. De plus, il est normal que les équipes vivent des conflits parce que c'est souvent une manifestation des irritants. Puis, s'ils sont traités de manière constructive, ça va mener à beaucoup de positifs. Puis, l'équipe va apprendre à mettre en place des stratégies de résolution de conflits qui fonctionnent mieux pour eux. Donc, si vous êtes le leader de l'équipe, c'est important de vous souvenir que les conflits puis les désaccords, c'est normal puis c'est même sain dans une équipe parce que ça amène l'équipe à un autre niveau quand il arrive à régler ces conflits-là. Puis ça peut même être générateur de nouvelles idées. Maintenant qu'on sait que les conflits sont constructifs, je vais vous présenter 3 types de conflits qui se rattachent au modèle que je vous ai présenté tout à l'heure. Soit les conflits qui sont dits affectifs, les conflits en lien avec le contenu, les conflits liés aux procédures, soit les conflits procéduraux. Lorsqu'on parle de conflit affectif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'énergie qui est investie dans la solidarité. Les individus, souvent, ce qu'on va observer, c'est qu'ils n'arrivent plus à s'entendre, les communications sont difficiles, puis on se réfère souvent au patron pour trancher. Lorsque ce genre de conflit-là survient, ça va être important de planifier un moment dans la rencontre pour échanger sur le problème. De ne pas laisser ça sur une tablette puis, pour que ça grossisse puis que ça prenne de l'ampleur. Il faut s'assurer d'investir plus d'énergie de solidarité puis d'identifier des stratégies ensemble pour prendre soin les uns des autres. Une stratégie que je pourrais vous proposer d'essayer, c'est d'ajouter à votre ordre du jour un point qui se veut de faire un tour de table pour prendre le pouls de l'équipe avant de commencer. De prendre le pouls de l'équipe, qu'est-ce que ça apporte à la rencontre? C'est que ça permet de savoir où se situent les gens dans leur niveau d'énergie. Ça, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de réguler nos attentes envers les autres dans ce qu'on va atteindre aujourd'hui. Ça peut même nous permettre, en début de rencontre, si on se rend compte que le niveau d'énergie de l'ensemble de l'équipe est assez bas, mais de revoir à la baisse peut-être les objectifs qu'on s'était fixés en début de rencontre. Souvent, ça va être très apprécié puis ça va réduire les effets des conflits affectifs. Toujours en lien avec notre modèle, le conflit suivant, c'est le conflit de contenu. Souvent, ça, c'est associé au fait qu'il n'y a pas assez d'énergie qui est investie dans la production. Ça avance pas. Ce qui doit être fait, c'est pas clair. La tâche ainsi que les résultats visés, c'est pas bien défini au sein du groupe. Puis la tâche, comme je le disais tantôt, ça avance pas assez vite pour certains, puis ça devient très irritant. Dans ce cas-ci, on peut prendre le temps de s'entendre en équipe sur c'est quoi nos attentes en ce qui a trait aux résultats puis à la performance désirée. Ce que ça permet, c'est que chacun des membres va pouvoir s'exprimer, puis on va pouvoir faire un consensus ensemble sur ce qui est acceptable comme type de production dans chacune des rencontres. Dans le fond, on pourra s'entendre sur un niveau minimal de travail à faire par rencontre qu'on désire ensemble. Finalement, le 3e type de conflit, c'est le conflit procédural. Il n'y a pas assez d'énergie qui est investie dans l'entretien du groupe. Ce qu'on va observer, c'est ce qui doit être fait, c'est pas clair, encore une fois. Le but visé par les membres, c'est pas nécessairement le même. Les membres n'y arrivent pas à s'entendre. Le comment allons-nous nous y prendre pour y arriver, c'est pas bien défini, puis les membres n'ont pas pris le temps de se poser la question. Il n'y a personne qui a ramené les gens sur la cible commune. Puis tout le monde est en train de s'écarter dans des directions différentes. Ce qu'il faut faire à ce moment-ci, si on a un conflit qui est plus de type procédural, c'est se ramener sur la cible commune. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui ensemble? Pourquoi on est réunis ensemble? Puis comment est-ce qu'on va arriver pour faire ce qu'on s'est dit qu'on allait faire aujourd'hui? Il faut s'organiser davantage avec soit un ordre du jour qui comprend des objectifs assez spécifiques à atteindre durant notre rencontre. Par la suite, on peut nommer des individus qui vont être responsables de l'ordre du jour puis l'approuver avant le début de la rencontre. Comme ça, tout le monde s'entend sur qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Ce que ça va favoriser, c'est que ça va favoriser l'engagement dans l'investissement d'énergie dans l'entretien parce que les gens vont avoir acquiescé à réaliser chacun de ces points-là, donc vont s'engager. Les gens s'écartent, bien, on est plus légitimé à dire « Hey, j'aimerais ça qu'on se ramène sur, justement, comme je le disais tout à l'heure, sur ce qu'on était supposé faire en ce moment-là. »
En terminant, j'aimerais ça vous mentionner quelque chose d'important sur les conflits d'équipe. C'est que dans la gestion de conflits, il faut souvent différencier les personnes du conflit lui-même. Il ne faut pas personnaliser en imputant la personne, en lui faisant incarner le conflit. C'est pas la personne le conflit. Le conflit, ça va souvent naître d'un manque de communication ou de consignes qui ne sont pas assez claires ou d'un manque de compétences. Dans le fond, la personne est rarement en elle-même la source du conflit. C'est souvent des actions qu'elle va poser ou qu'elle ne posera pas qui vont devenir des irritants pour les autres, sur lesquels on va avoir un levier. On va pouvoir agir sur les irritants, mais on ne pourra jamais changer la personne. Je trouvais ça important de vous nommer ça parce que ça vient un peu relativiser la perception qu'on a des gens dans un conflit. Ça nous donne un petit peu plus de pouvoir parce qu'on peut changer une situation ou faire des demandes en lien avec un comportement, mais on ne peut pas changer une personne. C'est donc là-dessus que je vous laisse pour aujourd'hui. Encore une fois, j'espère que vous aurez appris quelque chose en regardant ma vidéo, puis que ça pourra vous être utile soit dans votre travail ou dans tout autre projet que vous avez en tête. Puis, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en appuyant sur le bouton s'abonner en bas de la page. Je voulais vous dire merci, puis à la prochaine.